Les images que vous voyez actuellement sont des images prises dans un Apple Store de Kunming, une ville étudiante du sud de la Chine peuplée de plus de 6 millions d'habitants et qui est un des 22 Apple Store de la province de Yunnan. Ces magasins ont aujourd'hui pour la plupart fermé leurs portes à cause de la contrefaçon, tout comme le magasin Ikea de Kunming et le Disneyland local. Alors pourquoi, me demanderez-vous? La contrefaçon est-elle si forte qu'elle conduit Apple, Ikea et Disney à la faillite? Alors, pas exactement. La raison pour laquelle ces magasins ont pour la plupart fermé leurs portes aujourd'hui, c'est parce que ces magasins sont dans leur ensemble des contrefaçons. L'Apple Store est un faux Apple Store, l'Ikea est un faux Ikea et le Disneyland est un faux Disneyland. Voilà. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau décor et aujourd'hui on va parler un petit peu de contrefaçon. Lorsqu'on vous parle de contrefaçon, la plupart d'entre vous visualisent, et c'est bien normal, les fausses Rolex, les faux sacs Louis Vuitton, les fausses ceintures Gucci, les fausses casquettes Lacoste, etc. Voilà. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que la contrefaçon couvre beaucoup plus de domaines que ça et que notamment les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques que simplement avoir un sac prétendument de luxe dont le zip casse au bout de 2 secondes. Mais avant d'entrer dans le détail, déjà, c'est quoi la contrefaçon ? La contrefaçon, c'est le fait de reproduire à l'identique ou pas, d'imiter, d'utiliser partiellement ou dans sa totalité une marque, un produit, un brevet, un dessin, un modèle, une musique, un texte, peu importe le truc, sans l'autorisation des gens qui ont les droits dessus. Et peu importe qu'on affirme avoir les droits dessus, ou qu'on soit persuadé d'avoir les droits dessus, ou qu'on laisse entendre qu'on a les droits dessus, ou qu'on pense que le truc en fait c'est un original, ou qu'au contraire c'est pas du tout un original. Du coup, et pour donner quelques exemples concrets, si je me mets à fabriquer des baskets Mike ou Roback, ou des sacs Chamel, c'est de la contrefaçon, voilà. On n'a pas le droit de faire ça. Et sortez-vous immédiatement de la tête cette légende urbaine selon laquelle il suffit qu'on mette 7 différences pour que ce soit plus de la contrefaçon. Parce que ça n'est rien d'autre que ça. Une légende urbaine. C'est quoi cette histoire des 7 différences? Permettez-moi de vous éclairer. Il y a une légende assez tenace qui dit que si vous prenez une chanson ou un logo ou une paire de baskets ou un sac ou n'importe quoi et que vous appliquez 7 différences, eh ben c'est bon. C'est plus une contrefaçon, voilà. La fermeture éclair, elle se ferme plus dans ce sens, mais dans celui-là. Le logo, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Le truc qui était orange, maintenant il est en rouge. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Déterminer si un produit est une contrefaçon d'un autre ou pas, ça revient à un juge. Et son critère, globalement, est le suivant. Si on présente à une personne lambda le produit en question, est-ce qu'il peut croire qu'il s'agit du produit contrefait? Si la réponse est oui, eh ben c'est une contrefaçon. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de contrefaçon? Parce qu'en étudiant un peu la question, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grave qu'avoir un faux sac Gucci ou de télécharger le dernier Star Wars. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de suite éliminer 2 cas. Il y a 2 cas dont je ne veux pas parler, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils ne relèvent pas de ce dont je souhaite parler. Ces 2 cas en question sont ce que je vais appeler les faussaires et les tombées du camion. Alors de fait, les gens qui font des contrefaçons, ce sont des faussaires. Mais moi, quand je parle de faussaires, je parle vraiment du gars qui est dans son coin et qui va faire des faux. Le gars qui va faire un faux Van Gogh, ou un faux Picasso, ou un faux Modigliani, ou le gars qui va écrire la fausse autobiographie de quelqu'un de célèbre et qui est décédé. D'une certaine manière, d'ailleurs, il faut énormément de talent pour être capable de faire un faux Botticelli tellement presque vrai qu'il peut finir exposé dans un musée. Voilà. Et à ce sujet, je vous invite, encore une fois, parce que j'en ai déjà parlé, vraiment à aller voir ce film documentaire d'Orson Welles qui s'appelle en français Vérité et mensonge, qui s'appelle en anglais F for Fake, qui concerne justement tout ce qui touche au faux. Hyper intéressant. Ensuite, les fameux tombés du camion. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des contrefaçons. Ce sont des originaux qui ont simplement été détournés ou volés. Alors, je ne dis pas que c'est rien, hein. Il est évident que les produits qui sont volés, c'est une perte sèche pour l'entreprise qui les fabrique. Voilà. Mais du point de vue de ce dont j'ai envie de vous parler, vous comprenez bien qu'un iPhone volé fonctionne exactement comme un iPhone acheté. Je veux dire, c'est un vrai iPhone, quoi. C'est pas parce qu'il est volé que d'un coup il va exploser à la première recharge de la batterie. Voilà, c'est ça que je veux dire. En revanche, il y a quand même un cas qui va m'intéresser dans les tombées du camion. C'est le cas hyper classique du « alors, c'est un faux, mais en fait c'est un vrai ». Mais en fait pas. C'est un cas qui est extrêmement courant pour ce qui concerne par exemple les chaussures, les vêtements, la maroquinerie, mais également les produits high-tech, type smartphone. On vous présente le produit en vous expliquant qu'en fait c'est un vrai, il a été fabriqué dans la même usine que les vrais, mais que au moment de sa fabrication, il n'a pas été inclus dans les comptes.
ou alors on l'a sorti en disant qu'il avait des défauts et qu'il ne pouvait pas être vendu, alors qu'en fait c'est pas vrai, hein, il n'a pas de défauts, ou alors qu'il a été fabriqué en dehors des horaires de fonctionnement de l'usine. Ça c'est un classique en Chine, ça, ils aiment beaucoup cette histoire. On peut vous expliquer que voilà, l'usine fabrique les produits de 5h à 20h et que celui que vous avez dans les mains a été fabriqué en loose day à la SCAD à 22h. Et on peut même vous tirer une larmichette en vous expliquant que c'est le seul moyen qu'ont les ouvriers de pouvoir gagner décemment leur vie. Alors, il n'en est absolument rien. Dans 99,9% des cas, ce que vous avez dans les mains, c'est un vrai faux, qui n'est pas du tout fabriqué dans les mêmes conditions. Et pour le 0,1% qui resterait éventuellement avoir été effectivement fabriqué dans la même usine, etc., comprenez bien que ce n'est pas les ouvriers qui en profitent, hein, c'est les propriétaires de l'usine. Lorsqu'un gars est exploité plus de 16 heures par jour, à bosser pour une misère dans une usine dont parfois il ne sort jamais, avec parfois sa chambre qui est simplement à l'étage ou au sous-sol. Et comprenez bien que dans ce cas-là, quand je parle de chambre, en fait, ce qu'il faut entendre, c'est sac de couchage. Croyez bien qu'il a autre chose à foutre de ses journées que de mettre en place un système de réseau de distribution internationale de faux à même de tromper les douanes du monde entier. Donc bref, voilà pour les deux cas dont je ne vais pas parler. Mais alors du coup, de quoi est-ce que je vais parler? Mon but est absolument pas d'être moralisateur, hein, qu'on soit clair, mais j'ai quand même envie de donner une vision un peu plus globale de la contrefaçon que celle que je perçois quand j'en discute avec des gens. Notamment, je vais insister sur 3 points qui sont des arguments qu'on me renvoie assez souvent sur le sujet. La contrefaçon est un crime sans victime. Oh, ça va, c'est pas grave, de toute façon, c'est bon, ils ont de l'argent. À savoir que pour celui-là, il existe des variantes plus ou moins vislardes, hein, allant de c'est à ça que servent les assurances à ma préférée. En vrai, ils sont plutôt contents qu'il y ait des contrefaçons, voire même ils laissent faire parce que ça leur fait de la pub. Oui. Et le troisième est néanmoins classique. Oh, c'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus, il y a pire. Hein. Premièrement donc, la contrefaçon serait un crime sans victime. C'est faux. Parce que c'est pas un crime en fait, c'est un délit. Oui, je sais, je pinaille. On a effectivement tendance à croire que quand on achète une casquette Lacoste 5 € à la plage, on se dit que de toute façon, on n'aurait pas dépensé 100 € pour acheter la vraie dans un magasin. Et que donc, de toute façon, pour Lacoste, ça ne change rien. Le gars qui nous l'a vendu, il a gagné un peu d'argent, il est content. Nous, on a une casquette, donc on est content. Donc tout le monde est content. Non, non en effet, et pour plusieurs raisons. Hein. Et là, on va être clair. Déjà, simplement dans l'histoire de gagnant-gagnant, le seul qui est gagnant, c'est celui qui prend de l'argent. Hein. On va être clair. Parce que si, au lieu d'une fausse casquette Lacoste, on parle de fausses lunettes de soleil Ray-Ban, tout ce que vous risquez, c'est de vous cramer la rétine si vous la portez au soleil, parce qu'il n'y a rien qui vous garantit que ça vous protégera de quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le premier point. Mais ensuite, d'un point de vue purement économique, pour la société, voilà. Outre l'éventuel manque à gagner pour la société Lacoste, si je reprends l'exemple de la casquette, même en imaginant voilà, qu'il n'y ait pas de manque à gagner parce que vous n'auriez jamais acheté la vraie casquette, plein pot, etc. Voilà. L'image de marque de la boîte en prend un coup, dès lors qu'on peut penser qu'on peut acheter un produit similaire pour 10 fois moins cher. Sachant par ailleurs que la qualité de ce produit va être vraisemblablement médiocre. Oui, parce qu'il y a 2 effets qui se coulent dans l'histoire. Le premier, toujours pour prendre cet exemple de Lacoste, mais vous comprenez bien que ça marche avec absolument tous les produits de toutes les marques, ce que je suis en train de raconter, c'est que si vous ne voyez pas que la qualité de ce que vous avez acheté est inférieure, vous vous dites que cette casquette que vous avez achetée 5 € n'a probablement pas coûté plus de 2 € à fabriquer ou 3 €. Oui, parce que le gars qui vous l'a vendu, c'est pas un philanthrope non plus. Et donc, quand Lacoste essaie de vous la vendre 100 €, ils essaient bien de vous enfler là. Donc ça déjà c'est bon pour l'image de la marque, c'est un bonbon. Mais dans le même temps, ceux qui croiront que le produit est un produit authentique et qui verront que la qualité est médiocre se diront que la marque a quand même bien changé, que c'est plus ce que c'était. Et que là maintenant c'est quand même très très cher pour ce que c'est. Ajoutons pour les marques de luxe que la multiplicité du produit nuit à l'image de luxe du produit. Donc ça c'est un argument où vous avez le droit de vous en foutre, mais c'est un réel aspect stratégique et économique des entreprises de luxe. Ce qui m'amène en douceur au deuxième point. Ah ça va, ils ont de l'argent. Encore une fois, je ne veux pas faire dans la moralisation, je cherche à moraliser personne. Cela dit, il faut que les arguments soient correctement entendus. Déjà, il faut qu'on soit clair sur un truc. Le gars qui vous vend des faux, que ce soit à la plage, au pied de la Tour Eiffel, à Vintimiglia, en Chine, peu importe, ce gars-là n'est pas un révolutionnaire anticapitaliste qui essaye de faire s'effondrer le système. Ce gars-là est un gars qui veut de l'argent. Et soyons hyper clairs sur un truc, parce qu'il faut être lucide. Ce gars-là, en réalité, il gagne presque rien. Oui, parce qu'il y a une question qu'on omet souvent de se poser, c'est qui fabrique ces faux? Parce que si vous m'expliquez que vous connaissez une petite vieille dans l'Ardèche qui coud à la main des faux sacs Louis Vuitton, je vous dirais que c'est pas très bien, mais c'est pas non plus la fin du monde, parce que voilà, c'est un hobby, ça la fait marrer, elle les fait à l'unité, puis elle les fait pas par l'autre 2000. Et
puis parce que c'est une petite vieille, quoi. Sauf que les faux ne sont pas fabriqués ainsi, hein. Ils sont fabriqués de façon industrielle, dans des usines, avec des matières premières, avec des ouvriers. Enfin bref, ils sont fabriqués un peu comme les vrais. À la différence près que vous imaginez bien que dans une usine où on fabrique des choses illégalement, la première des préoccupations des patrons n'est pas le respect du droit du travail, du salaire minimum, des congés payés, des conditions sanitaires, des heures sup, etc. Il y a une époque où quand on va acheter un pull dans un magasin, on cherche à se renseigner s'il n'a pas été tricoté par des enfants de 8 ans. Normalement, la contrefaçon, ça devrait même plus être une question. Mais vous allez voir qu'il y a bien pire que ça. Mais d'abord, il faut que je traite encore la question de « Oh, en vrai, ça les dérange pas, ils sont contents, ça leur fait de la pub ». Alors, j'hésite vraiment à en parler parce que cet argument a jamais fonctionné avec moi. Le meilleur exemple que je peux avoir en tête pour ça, c'est Game of Thrones, qui est, à moins que ça ait changé, la série la plus téléchargée au monde. Je vous remercie de ne rien spoiler dans les commentaires, merci, vous êtes bien urbain. Et dont on prétendait que les producteurs étaient très contents du succès qu'ils avaient en téléchargement illégal parce que ça faisait énormément connaître la série. Tout ça, c'est une légende urbaine, ils n'étaient pas contents du tout. Ils étaient pas contents du tout. Et dans ce cas-là encore, donc d'une série ultra téléchargée, tout ça, on pourrait dire que c'est moins grave, d'une certaine manière. Pourquoi? Alors, c'est un peu moins grave parce que dans le modèle économique des séries télé, le client, si vous voulez, celui qui achète, c'est pas le grand public. C'est un diffuseur. Pour faire simple, on va dire c'est une chaîne de télé. Alors que ne serait-ce que simplement pour le cinéma, une fois que ça a quitté le grand écran, le modèle économique, c'est la vente de DVD ou la VOD. Enfin, en tout cas, c'est le grand public. Alors, ok, d'une certaine manière, pour les biens immatériels, hein, pour ce qui est donc les films, les DVD, les jeux, tout ça, on voit que le système s'adapte. On voit apparaître des plateformes de VOD, de SVOD, des Deezer, des Spotify, des Netflix, des Prime Video, ce genre de choses. Mais si on prend simplement l'exemple des logiciels, et uniquement des logiciels français, hein, maison d'édition française, des logiciels français, le manque à gagner à cause d'utilisation de logiciels craqués, hein, de contrefaçon, en 2017, ça représente 1,6 milliard d'euros. Encore une fois, je ne veux pas être moralisateur, mais simplement ça représente 300 millions d'euros de TVA qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et donc qui ne vont pas aux infrastructures, aux routes, à l'éducation, aux hôpitaux, tout ça. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'éradiquer les contrefaçons, ça résoudrait tous les problèmes économiques du pays, parce que ce n'est pas le cas. Mais d'un autre côté, je rappelle que je ne parle que des logiciels. Si vous prenez en compte tous les domaines de la contrefaçon, ça a déjà une autre gueule, hein, croyez-moi. Et là, ça m'amène au truc vraiment important de la vidéo, hein. Le fait de dire « oh, ça va non plus, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas si grave, il y a pire ». En réalité, oui, il y a pire, mais pas beaucoup. Et soyons clairs, là, je ne vais pas me limiter aux faux sacs Chanel. Comme vous l'imaginez, la contrefaçon en tant qu'industrie attire une population généralement sans scrupules. Et ça, c'est un critère qui, malheureusement, ne connaît que très peu de limites. Exemple hyper limpide, les faux médicaments. Et alors là, il faut bien distinguer deux cas. Il y a le faux médicament qui est une copie du vrai médicament. Dans le meilleur des cas, ça va être une belle copie du vrai médicament, mais dans très souvent des cas, phrase est bizarre, dans très souvent des cas, ça va être avec le même principe actif, etc., mais fait dans des conditions sanitaires déplorables, enfin qui ne respectent pas les mêmes normes, etc. Donc ça peut être un produit potentiellement dangereux. Et vous avez, donc ça va être, on va dire, les faux vrais médicaments. Et après, vous avez les faux médicaments, où on vous vend une gélule, et alors dedans, c'est YOLO. Si vous avez de la chance, c'est de la farine. Si vous avez moins de chance, c'est de la lessive. Enfin voilà, potentiellement, il peut y avoir n'importe quoi, de la morora, en fait, peut-être ce que vous voulez. Voilà, vous imaginez, faut être libre de penser ce que vous voulez, parce que là-dedans, vous pouvez trouver n'importe quoi, c'est la roulette russe. Mais vous imaginez bien que quand on est capable de vendre des faux vaccins et des faux médicaments sans aucun principe actif, on ne va pas en plus se préoccuper de savoir si c'est sans danger. 80% du Viagra qui est vendu sur Internet, c'est du faux. Ça, je pense que personne ne tombe de sa chaise en entendant ça. Pas plus que vous ne devriez tomber de votre chaise en entendant que 60% des médicaments qui sont vendus sur Internet sont des faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans le Viagra vendu sur Internet, on peut trouver pêle-mêle, on peut trouver du plâtre, on peut trouver de l'encre pour imprimante, on peut trouver des pesticides, on peut trouver plein de jolies choses. Donc, sans danger, les faux médicaments ne le sont pas, hein. Entre ceux qui provoquent directement des décès et ceux qui ne préviennent pas les décès qui sont censés prévenir, on estime que les faux médicaments, ça représente à peu près 700 000 morts par an. 700 000 par an. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Bruce, je ne suis pas complètement con d'acheter un vaccin à un gars à la plage. Voilà.
J'ai juste acheté un ballon de basket Louis Vuitton parce que ça me faisait marrer, parce que j'aime bien le basket et que Louis Vuitton fait pas de ballon de basket, et donc c'était rigolo le ballon de basket Louis Vuitton, quoi. Et je comprends, hein, je veux dire, c'est pas facile de faire ce lien, mais vous comprenez bien que ce faux ballon de basket Gucci que vous avez acheté, de la même manière que vous vous rappelez que c'est pas une petite vieille qui l'a fait chez elle pour se marrer le week-end, eh ben, je veux dire, ça a été fait par les mêmes gens qui fabriquent des médicaments. Je veux dire, c'est l'industrie de la contrefaçon, du fait de son illégalité, ne fait pas attention à ce genre de distinction. Elle n'a pas ce genre de discernement. Je veux dire, de la même manière qu'il existe dans le monde des réseaux de trafic de drogue et des réseaux de trafic d'armes, il existe des réseaux de trafic de contrefaçon. Et les médicaments ne sont pas tout, hein. L'alimentation, évidemment, n'échappe pas à la règle, il n'y a pas de raison. Donc que ce soit fait dans des conditions hygiéniques ou sanitaires absolument déplorables, que ce soit fait avec des produits de qualité à chier, ou que ce soit fait simplement avec n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, sans aucun respect des normes environnementales, enfin voilà, les produits alimentaires sont régulièrement contrefaits. D'une certaine manière, il faut vous dire que c'est exactement comme une certaine règle qu'on peut trouver sur Internet, les vrais savent, voilà. Ben, d'une certaine manière, tout ce qui est produit est contrefait par ailleurs. En France, on est plutôt épargné, pour une raison très simple, c'est que les contrefaçons fabriquées en Chine, on en arrive plutôt majoritairement en Afrique et en Amérique du Sud. Parce que ces deux continents ont toujours eu beaucoup de chance. Cela dit, il ne faut pas vous leurrer, hein, les contrefaçons arrivent quand même en France aussi. Alors, outre l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut avoir comme domaine un peu marrant où on trouve de la contrefaçon? L'aviation. L'aviation, voilà. Vous avez les compagnies aériennes qui ont des avions, voilà, qui doivent maintenir ces avions, donc des Boeing, des Airbus, etc. Donc, il y a des bouclards un peu partout dans le monde pour maintenir ces avions. Ces bouclards-là font appel à des équipementiers. Ils ont des sous-traitants, voilà, qui fournissent donc les pièces pour maintenir ces avions. Et il arrive de temps à autre qu'un équipementier ne fasse pas appel à son revendeur agréé classique, mais à un autre revendeur pour pouvoir améliorer sa marge sur telle ou telle pièce. Et distinguons tout de suite trois cas, hein. Il y a le cas où on va réparer un peu vite pour faire la maintenance sans totalement respecter les spécifications du constructeur. C'est pas de ça dont on parle. Il y a le cas où on va remplacer la pièce défectueuse par une pièce identique, mais d'occasion qui vient d'une épave d'avion. C'est pas non plus de ça dont on parle. Et enfin, il y a le cas où on va se retrouver avec une copie de pièce de rechange, hein, donc complètement fausse pour le coup, et dont on n'a du coup aucune certitude sur comment elle a été fabriquée, avec quel matériau, et donc si elle est capable de supporter les contraintes qu'elle est censée supporter. Par exemple, un rivet en titane pour avion, ça coûte à l'unité entre 300 et 350 €. Voilà. La même pièce, mais contrefaite, donc pas du tout la même pièce, coûte moins de 50 €. Donc l'intérêt économique, on le voit bien. Maintenant, imaginez que vous êtes dans l'avion. Fort heureusement, dans le cas de l'aviation, c'est quand même un domaine qui est extrêmement surveillé. Il y a une traçabilité de chaque pièce pour chaque avion, tout ça. Donc on ne peut pas complètement éradiquer le problème, mais on peut vraiment bien le confiner. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'automobile. Pour les automobiles, les propriétaires effectuent la maintenance de leur véhicule chez leur concessionnaire ou chez leur garagiste de quartier ou dans une chaîne de garagistes où ils font eux-mêmes leur maintenance comme des grands. Enfin bref, vous avez compris que la traçabilité de ce qui est fait, c'est beaucoup moins simple que pour les avionneurs. Et pour les avionneurs, c'est déjà pas simple. Notez immédiatement qu'aller chez le constructeur directement n'est pas non plus une garantie. C'est un plus, hein, c'est un peu plus safe parce que le constructeur, normalement, il est au bout d'une chaîne d'équipementiers qui sont agréés. Mais en matière de contrefaçon, on peut se retrouver avec, par exemple, des plaquettes de frein en gazon. Je vous explique même pas l'inefficacité du machin, hein. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces pièces-là de contrefaçon? Déjà, si vous achetez des pièces en ligne, allez sur des sites de confiance, soyez un peu vigilant quand vous achetez à un particulier et rappelez-vous constamment de cette maxime lorsque vous tombez sur la pièce que vous cherchez depuis 2 ans et qu'elle est disponible pour 50 fois moins cher que son prix normal. Quand un truc a l'air trop beau pour être vrai, en général, c'est que c'est le cas. Sinon, les jouets pour enfants, on en parle ou pas? Je vous dirais bien de toujours vérifier la présence de l'étiquette avec la norme CE, mais ce machin-là est tellement facile à contrefaire que ça ne prouve plus absolument rien du tout, en fait. Peinture avec du plomb, petites pièces qui peuvent se détacher ou s'arracher, qui peuvent étouffer les plus jeunes, arêtes saillantes, ce genre de choses. Enfin,
Bref, les contrefaçons de jouets pour enfants, c'est la plaie, c'est une purge cette histoire. C'est-à-dire que sur les quelques 6,4 millions de jouets pour enfants contrôlés par les douanes en France en 2017, 1,2 million étaient des faux. C'est-à-dire qu'on est à 18% de faux. Alors je pourrais continuer pendant des plombs, mais je pense que vous avez saisi la substance de ce que je voulais raconter. Toutefois, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets en lien dans la description deux, trois sites web et des études très intéressantes sur le sujet. Notamment le site de l'Unifab, qui lutte depuis plus de 150 ans contre la contrefaçon, mais également le site de l'IRCAM. Alors il ne s'agit pas de l'IRCAM, Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Il ne s'agit pas non plus de l'IRCAM, Institut royal de la culture amazigh au Maroc, mais bel et bien l'IRCAM, Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Alors j'espère qu'ils ont des accords entre eux, parce que sinon il y a contrefaçon des acronymes, messieurs, dames. Avant de finir cet épisode, je vais quand même vous lâcher une info que j'ai gardée pour la fin pour pas faire trop putaclic. La contrefaçon, je l'ai dit, c'est donc des réseaux de trafic illégal au niveau mondial, et donc de ce fait, ce sont des réseaux qui sont liés à tous les autres réseaux illégaux de par le monde. Que ce soit la drogue, les armes, la traite d'humains, et attention, combo ultime, le terrorisme. Oui. Encore une fois, mon but est absolument pas d'être moralisateur. Je ne vais pas essayer de vous la faire à l'envers et de vous faire croire que quand vous téléchargez un MP3 de Katy Perry, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous soutenez le terrorisme. Parce que c'est pas le cas, faut pas déconner non plus, là, c'est faux. Mais gardez quand même en tête le fait que dès que vous sortez du cadre du gars qui, chez lui, a ripé son DVD et vous a filé ensuite une clé USB avec dessus le film pour que vous le voyez, dès que vous attaquez le niveau industriel de la chose, alors, il y a des gens qui sont exploités, il y a des conditions sanitaires qui ne sont pas respectées, des conditions environnementales qui ne sont pas respectées, il y a du trafic de pognon qui est fait dans tous les sens, et donc ça touche à la drogue, ça touche aux armes, ça touche au terrorisme, etc. Je ne compte pas changer qui que ce soit, j'aime simplement l'idée que les gens agissent en étant éclairés sur ce qu'ils font. Aujourd'hui, par exemple, si vous roulez en diesel, vous pouvez bien ne pas avoir le choix, ou bien ne rien en avoir à carrer, mais vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir que le diesel est un problème environnemental. Et bien pour la contrefaçon, c'est exactement pareil, les gens font ce qu'ils ont à faire. Et si vous êtes sur Paris et que vous avez l'occasion, allez faire un tour au musée de la contrefaçon, c'est rue de la Faisanderie. C'est hyper sympa, c'est un tout petit musée, on fait le tour en moins d'1 heure, je vous garantis que ça vaut le détour. Il y a plein de petits trucs sympathiques à voir. Et pendant que vous y serez, allez visiter la cour, et si elle vous semble familière, c'est parce que vous l'avez déjà vue dans La Grande Vadrouille. Au début, quand Bourvil y repeint le mur, tout ça, c'est là que ça a été tourné. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Ça fait plaisir déjà de pouvoir sauter maintenant un peu haut, d'avoir de la place. Voilà, c'est un épisode un petit peu hors série, comme vous en êtes rendu compte, mais c'est un sujet auquel je suis sensibilisé depuis des années déjà, et ça fait quelques temps que j'avais vraiment envie d'en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Si vous pensez qu'elle contient des informations qui méritent d'être partagées, s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un commentaire. Alors bien sûr, vous pouvez commenter sur ce que vous voulez, mais moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ce genre de sujet vous intéresse ou si vous vous en balèque total. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis bien sûr, et comme à chaque fois, restez curieux et prenez le temps d'y penser.